Eh bien, toute l'équipe d'Agora TV actuellement sur le rond-point de Cuers qui a rendu une petite visite à une sympathique équipe de gilets jaunes. Et justement, j'ai un gilet jaune à côté de moi qui s'appelle Catherine. Béatrice, pardon. Béatrice, donc je te laisse te présenter, tu as des choses à nous dire et avec plaisir on va t'écouter. Je suis gilet jaune hier à Cuers, j'étais au Canet des Morts également, sur une assemblée à Toulon. Et comme vous avez pu le constater, le rond-point de Cuers regroupe pas mal de communes des environs. On a répondu à l'appel national du 12 septembre, donc il va y avoir une manifestation ici sur le rond-point. Et par ailleurs, on a assisté hier soir à une réunion de coordination sur Aubagne qui est en train de créer une alliance avec un maximum de groupes du Sud. Il y a de très nombreux départements qui sont déjà réunis et ça va continuer avec un regroupement sur Montpellier et un regroupement sur l'Ouest. Alors qu'est-ce que ça te fait de te retrouver ici sur ce rond-point? Mais j'y viens très régulièrement sur ce rond-point puisque mercredi soir j'étais là pour la réunion. Souvent on est là le samedi. C'est vrai que c'est un peu difficile en période chaude. Mais c'est bien de maintenir une présence, de manifester notre mécontentement par rapport à tout ce qui se passe et notre volonté de changement surtout, dans la convivialité, dans la fraternité, avec un esprit combatif. Combatif, tout à fait. Alors, pas oublier le Canet des Morts, comment il a été détruit, on ne souhaite pas la même chose ici pour ce rond-point? Non, pas du tout, et nos amis du Canet sont là. Moi j'étais régulièrement sur le Canet des Morts aussi, comme beaucoup d'autres, et ça nous a beaucoup affectés, mais les gens ne lâchent pas pour autant, ils sont présents avec nous, et l'essentiel, c'est la masse. Alors, toujours sur le rond-point de Cuers, j'ai à côté de moi, pour toute l'équipe d'Agora TV et pour tous les gilets jaunes en France et en Suisse également, le concepteur de la Tour Eiffel qu'il y avait sur le Canet des Morts, c'est ça? Alors, bon, c'est pas tout à fait l'histoire exacte. Moi, je ne suis pas le concepteur de la Tour Eiffel. Je suis arrivé sur le rond-point juste après l'Arc de Triomphe. Oui. C'est ça qui m'a fait venir sur ce rond-point parce que je sentais que j'avais des choses à y apporter. Et j'ai commencé à participer au chantier de la Tour Eiffel et le concepteur a quitté le camp pour des raisons personnelles. Évidemment. Voilà. Et donc j'ai dû reprendre le chantier en marche et donc j'ai assuré la fin du chantier avec les camarades qui étaient toujours sur place. Voilà. Donc on a mené à bien le chantier et donc c'est là que j'ai pris un peu mon nom de bâtisseur. Et après j'ai lancé le chantier de la pyramide. La pyramide magnifique. Du nom Louvre. Oui, on a vu. Voilà, et on était prêt à faire à nouveau d'autres monuments. Il y avait d'autres projets, oui. Il y avait un projet il y avait un grand projet d'Assemblée nationale jaune. Ah ouais. Là, ça aurait été grandiose, hein. C'était un truc de 15 mètres de large, 6 mètres de haut, ça aurait été très très beau. Et un lieu surtout où on aurait pu tenir nos agoras, nos assemblées générales. On est dans la période où il y avait eu les dégradations de l'Arc de Triomphe à Paris. Ouais. Et donc ça nous a semblé opportun d'ériger ce petit monument. Voilà. On a sorti dans la nuit. Hein. C'est le premier bâtiment qui a été construit. On travaille en amont, mais on l'a sorti en nuit pour qu'il y ait un effet de surprise. Et ça a très bien fonctionné. C'est super. Donc par contre, ça leur a pas plu du tout aux autorités. On savait qu'on était là pour longtemps. On savait qu'on ne nous écouterait pas forcément tout de suite et on nous a donné raison. Et donc la cabane c'est indispensable pour dormir, pour s'abriter, pour vivre. On est une empreinte carbone égale à 0. D'accord. C'est-à-dire qu'on va mettre en place des vélos. Vous montrez l'exemple. On va mettre en place des vélos et on va faire pédaler des participants toute la journée. Pour fabriquer l'électricité? Voilà, pour fabriquer l'électricité, pour produire pour la sono, pour les micros. Macron n'est pas prêt Il a rien cédé. À lâcher, donc nous non plus, forcément. Mais vous ne lâchez rien, c'est le slogan des Gilets jaunes. On ne lâchera rien, c'est sûr et certain. On est là pour être les derniers. Oui. Voilà, on est en France, pays des droits de l'homme et des libertés. On a inventé toute l'éthique humaine et aujourd'hui on en est à détruire tout ça sous le mensonge, sous la répression, sous la brutalité. Et moi je leur dis à tous ces Français qui ne sont pas encore réveillés, on n'est plus en France, on est dans
dans une république totalitaire. Ils faisaient le tour de France, donc ils se sont arrêtés au Canet des Morts. Et ils ont découvert qu'il y avait un deuxième Paris, mais un Paris citoyen et du peuple. Ça appartient au peuple, c'est le Paris du peuple. C'est pas le Paris des riches. Plus fort, c'est un miaou ça. Gilets jaunes, quel est votre métier? C'est mieux. Oh, c'est mieux quand même. Bonjour. Il y a la criminalité, il y a la faillite, il y a le Marocain. Entre ça, mais là, le pouvoir, c'est parce que les rois, ça fait des fous aussi. 60 000 € aussi par mois. Les gens vont parler de quoi? C'était un sacré lieu quand même. Hein. C'était un lieu idéal pour ce genre de message. Et c'est un lieu qui a fonctionné tout de suite. Spontanément, les gens sont venus. Oui, justement. Oui. On a su certainement, hein, on a su sans fausse modestie, on a su porter un message de pacifisme, de droiture et voilà, qui a plu à beaucoup. Et ce qui fait que c'est devenu une espèce de lieu de pèlerinage, un lieu de rencontre surtout, où on travaillait beaucoup. Hein. On avait des assemblées deux fois par semaine, on avait des ateliers constitutifs, on projetait des films militants. À ce rond-point, c'était quelque chose. Oui, il y avait une salle de cinéma, hein. J'ai vu ça. Cinéma nocturne, on faisait tous les mardis soirs un ciné. On avait des lieux d'accueil, hein. On accueillait pas que les gilets jaunes, hein. On a rendu beaucoup de services à certains routards désœuvrés, à des sans-abri momentanés. On a aidé beaucoup de monde. Alors apparemment, le site a quand même s'est étendu dans le monde entier, puisqu'on a su que des bus de Chinois sont venus visiter le camp. Alors ça, ils sont des cars, je dirais peut-être pas des cars, mais des minibus, oui. Oui. On a eu des arrivages. Des arrivages de curieux. Chinois, des arrivages d'Hollandais, qui ont entendu parler, qui avaient entendu parler du camp outre frontière et qui ont dit puisqu'on est là, on va passer par ce petit coin emblématique. Extraordinaire. Et généralement, il restait un bon petit moment pour s'imprégner du lieu, comme What a Beautiful World avait aussi passé une bonne partie de la soirée, voire de la nuit avec nous. On a pu capter quelques images. Avec plaisir, ouais. Et qui sont ces seules images qui existent du Canet des Morts? Voilà, les seules images vraiment de qualité professionnelle. Alors évidemment, il y en a de partout, mais celles-là, elles étaient vraiment d'excellente qualité. Un film, je me rappelle vraiment du passage du drone au-dessus des monuments, c'était vraiment magnifique.
Évidemment, ces images-là, on les a tournées, mais elles sont avant tout les vôtres, c'est vos images à vous. Bah, c'est même plus les nôtres, c'est celles du peuple. Hein. C'est celles du peuple. C'est les images du peuple. Évidemment. Alors on est ici sur ce rond-point, alors qu'est-ce que ça te fait d'être là maintenant? Bah, alors, le rond-point de Cuers, c'était déjà des grands amis. Hein. Et du fait de la disparition du Canet des Morts, moi j'habite entre les deux, hein. J'habite à Pignan, donc c'est entre les deux camps. Bah, je me suis retrouvé ici, enfin j'ai décidé de me diriger vers Cuers, vers ce rond-point j'avais beaucoup d'amis. Et puis bah, maintenant je travaille depuis sur le rond-point de Cuers, j'essaye d'apporter mes contributions du mieux que je peux. Est-ce que tu sens que le mouvement est toujours là? Ou il s'abaisse, ou il s'agrandit? On en est où d'après toi? Bah alors avant tout, je voudrais remercier et féliciter tous ceux qui tiennent encore, tous ceux qui sont encore mobilisés tous les jours, ou quelques fois par semaine, en tout cas qui sont toujours là, qui n'ont pas honte de montrer leur gilet, parce qu'il ne faut pas en avoir honte. Exactement. Malgré les mensonges, hein, on peut le dire comme ça, qui sont déblatérés par toutes les chaînes télé et autres, le gilet jaune n'est pas un casseur, n'est pas un fouteur de merde. Le gilet jaune est quelqu'un qui essaye d'éveiller un petit peu ses voisins sur ce que lui il semble ressentir et qui lui semble dangereux pour notre avenir et celui surtout de nos enfants. Et les faits nous donnent raison. Les faits nous donnent raison. En 2 ans, on a beaucoup plus avancé au niveau social que tous les syndicats réunis depuis 25 ans. On a obtenu l'arrêt de la vente des aéroports de Paris et ça, c'est une victoire, ça. Je suis sûr que c'est une victoire gilet jaune, ça, hein, parce qu'il y a d'autres associations, on ne va pas leur enlever. Hein, qui ont non, évidemment. Mais nous, sur les ronds-points, tous les jours, on a fait signer. On avait des lignes ouvertes et on faisait signer en live les gens sur les ronds-points. Ce 1,5 million là qu'on a pu obtenir, malgré toutes les ratures de Castaner qui en supprimait toutes les semaines, c'est une grande partie du travail des Gilets jaunes qui a apporté ça. Sans parler des primes pour les salariés, c'est les Gilets jaunes Et les Gilets jaunes se sont étalés évidemment de partout, où ils nous disent, par exemple aux États-Unis, de tenir le coup, qu'ils nous suivent de là-bas et qu'on est sur la bonne voie. Et exactement, c'est ce genre de message. Et ce que je voulais dire, c'est que voilà, les Gilets jaunes, qu'est-ce que c'est? C'est le peuple français, tout simplement, dans toute sa splendeur et avec toutes ses couleurs et toutes ses, comment dirais-je, ses harmonies. La diversité, exactement. Qui fait son harmonie. Qui fait son harmonie. La diversité qui fait son harmonie, tout à fait, je suis d'accord avec exactement. ça. Pour moi, on a été victime du sapage. Hein. On a été victime du sapage des communicants. C'est bien vrai, hein. C'est leur boulot. Hein. Eux, ils veulent pas qu'on les embête. Hein. Donc, ils font tout ce qui est en leur pouvoir. Ils en ont beaucoup, puisqu'ils ont tous les médias, ils ont tous les pouvoirs. On le voit maintenant. Hein. Ils font des choses qu'ils n'ont pas le droit de faire, mais ils le font quand même. Ils le font quand même. Voilà. Sans état d'âme. Donc. Ouais, moi je suis le peuple, hein, je suis désolé, le 17 novembre 2018, quand tout le monde est sorti, il n'y avait pas de mot d'ordre de tel parti, de telle classe sociale, de telle profession. C'était tout le monde, on s'est retrouvés sur les ronds-points. Certains ont quitté le gilet jaune, ils continuent leur combat sous un autre nom, que ce soit Citoyens en colère, que ce soit... on s'est éparpillé dans d'autres entités existantes. Mais je crois que le gilet jaune, il est toujours là quand même. Le gilet jaune est toujours là. Et d'ailleurs, pour preuve, il suffit d'écouter les discours de nos dirigeants. Ils parlent toujours des gilets jaunes. Oui. Alors qu'officiellement, depuis 1 an, il n'y a plus de gilets jaunes. Soi-disant. Voilà, il n'y a plus de gilets jaunes, sauf que quand vous regardez une émission politique ou un débat quelconque un débat sur quoi que ce soit. À chaque fois, le nom du gilet jaune ressort. Ouais, mais ça, c'est les gilets jaunes. Avant, c'était... Voilà, on parle des gilets jaunes encore. Oui. Donc, pour moi, c'est la meilleure preuve que le gilet jaune, il existe encore. Il existe encore. On veut dire qu'il n'existe pas, mais il est là quand même. On prépare le 12 septembre. Le 12 septembre, il y a un grand appel national, gilets jaunes ou autres. On s'en fout. Nous, ce qu'il faut, c'est qu'on sorte et qu'on nous voie et qu'on puisse propager un message.
Et le message, là, il sera multiple, hein, parce qu'évidemment, depuis que le Covid est passé, depuis ces restrictions là, de plus en plus terribles qui nous imposent, depuis ce masque honteux qui nous impose, muselière. Voilà, on ne peut pas dire mieux. Hein, un rassemblement de plus de 5000 personnes interdit, on se demande pourquoi. Voilà. Ou pas. On se demande ou pas. Moi, je ne le demande pas, je vous laisse votre libre arbitre. Évidemment. Voilà, donc voilà, nous on continue à travailler sur les fondamentaux. Je m'amuse à raconter mes aventures sur une chaîne qui s'appelle Guy Denis. C'est mon nom et mon prénom réel. Et une de mes vidéos, c'était un gendarme mort, d'autres à venir. C'était à l'époque où le Covid commençait à fonctionner. Et tous ceux qui ont été gazés donc, étaient susceptibles d'attraper le Covid de manière un peu plus grave parce que leurs poumons avaient été altérés, entre autres. Je me suis fait arrêter volontairement sur la plage du Mourillon, à côté du Lido, parce que je voulais voir combien il y avait de délateurs en France et je n'ai pas été déçu. Il a fallu quand même 1h15 avant de me faire arrêter, alors que les plages étaient interdites au public. J'ai donc reçu la police nationale sur la plage qui me demandait ce que je faisais là. Alors moi je leur ai répondu que j'étais sur la plage parce que je pratiquais ma religion, c'est-à-dire les 5 yogas tibétains. Comme tous les lieux de culte sont fermés, les écoles, les synagogues, les mosquées, les cathédrales, les églises, les temples, tout était fermé, mais sauf le temple du Veau-d'Or, Carrefour, Auchan, Leclerc. Et là, les gens avaient le droit d'y aller et vivre en promiscuité, mais sur la plage, il n'y avait pas le droit parce qu'ils m'ont dit qu'il y avait le coronavirus. Alors, à Uri, j'ai dit, ah bon, il y a du coronavirus sur la plage? Et ils m'ont dit, non, c'est parce que les gens étaient trop serrés. Ah, je dis, ah bon, ils n'ont pas le droit d'être serrés sur la plage, mais dans les autobus pour aller travailler, dans les trains pour aller travailler, ils ont le droit donc d'aller en promiscuité et sans masque, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de masque. Souvenons-nous, ça ne servait à rien. Et ça sert toujours à rien. Les masques, en cas de virus, ça sert toujours à rien. C'est un professionnel de santé qui vous le dit. La police nationale m'a demandé mes papiers et j'étais tout à fait d'accord. J'ai sorti une boîte de Kleenex, j'ai des papiers pour me moucher. Après, j'ai sorti le code civil, j'ai des papiers pour ne pas oublier la loi. Et après, j'ai sorti un roman, j'ai des papiers pour me divertir. Mes papiers d'identité, je n'ai pas. Et comment vous appelez? Ah, j'ai oublié. Et vous habitez? J'ai oublié. Suivez-nous au poste. Oh non, je suis très bien à la plage, je ne veux pas vous suivre. Et puis, vous savez, depuis l'affaire Benalla, on a vu que ce monsieur avait un brassard marqué police, et puis on a appris que c'était un gendarme. C'est bizarre quand même. Hein. J'avais un masque FFP2 autour du cou. Et un des policiers avait un beau masque noir. Alors je lui dis, monsieur, félicitations, vous pensez à autrui, ne pas contaminer les autres. Mais vous savez que votre masque n'est pas efficace, mais moi j'ai un FFP2 qui est un peu plus performant que le vôtre, mais moi je le porte autour du cou. Et oui, parce que depuis la loi 2010, anti-burqa, on n'a pas le droit de se masquer la figure. Et puis que les lois internationales disent que depuis le code de Nuremberg, il est interdit de subir un traitement médical si on n'a pas été dûment éclairé et consentant. Et donc la population qui est consentante de porter un masque est complètement aliénée à la terreur panique. Mais ça a été voulu et organisé par le gouvernement et les milliardaires qui ont acheté toute la presse. Une fois arrivé au commissariat de police, ça a duré 2h30 en tout ce système, et je leur ai dit tiens c'est bizarre, dans la voiture je leur ai dit je ne me rappelle pas vous avoir eu comme candidat au concours d'entrée dans la police nationale. Alors à quel titre? Ah ben je ne m'en rappelle plus parce que on m'avait demandé, j'avais dit que oui, j'étais d'accord. Et de fil en aiguille, ils ont essayé de me faire peur en me disant on va vous mettre en garde à vue. J'ai dit oui, vous avez tout à fait raison, peut-être la mémoire me reviendra en garde à vue. Vous avez droit à 24, 48, 72 heures, même une semaine pour attentat au coronavirus. Et comme ils ont vu qu'il n'y avait pas de pression sur moi, ensuite ils m'ont envoyé la psy. Et la psy m'a dit bon monsieur, si vous avez perdu la mémoire, je vous propose qu'on vous hospitalise à l'hôpital psychiatrique de Pierrefeu. J'ai dit, bien sûr, vous avez tout à fait raison, madame, c'est tout à fait approprié dans mon cas. Et après, elle revient à la charge, quelques minutes plus tard, en disant, bon, je vais commander l'ambulance. J'ai dit, oui, madame, vous avez tout à fait raison, appelez donc l'ambulance. Mais enfin, s'ils veulent mon identité, avec les prises d'empreintes, c'est facile. Donc, du coup, on m'a emmené aux prises d'empreintes.
On a retrouvé, non. Et en redescendant, je dis, je vais lâcher un peu de lest. Alors j'ai fait l'école de journaliste reporter image au CADAS à Toulon et je leur dis, ah ben tiens, je me rappelle une vidéo, un gendarme mort, d'autres à venir. Alors tout de suite, ils sont allés voir et ils ont vu que mon nom, c'était le bon nom. Et ils ont retrouvé mon identité comme ça. Et quand ils ont ouvert ma fiche, ils ont vu objecteur de conscience. Puis après, le policier s'est tu. Et là, je lui ai demandé, mais est-ce qu'ils ont marqué que j'ai fait 13 procès contre l'hôpital de Nouméa et que j'ai gagné les 13 procès? Ou est-ce qu'ils ont mis que j'étais citoyen d'honneur de la ville de Sarajevo en 1993 pendant la guerre? Qu'est-ce qu'ils ont mis? Enfin, il ne m'a rien dit. Et on m'a accompagné jusqu'à la sortie. Voilà. Mais je n'ai pas reçu de PV encore. À Castorama, il m'est arrivé la même chose. J'ai dit, je refuse de porter un masque dans le magasin. Et le vigile a dit, non, non, je ne vous laisse pas rentrer. J'ai dit, bon, bah, appelez la police. La police est intervenue et ont pris mon identité. Et puis, à la sortie, j'ai dit, vous vous rendez compte quand même que nous avons des fous au gouvernement qui vous disent blanc un jour et noir le lendemain? Et dit, oui, oui, on en a bien conscience. Donc la police de la Seine-sur-Mer a bien conscience de ce qui se passe. J'ai fait une autre vidéo qui s'appelle 15 août 2020, La Ciotat, j'ai rencontré un délateur. Alors c'est un retraité qui est du nord de la France aussi, comme moi, c'est pas mal. Alors lui, il est tout content parce que dès qu'il voit un commerçant qui ne porte pas un masque, il écrit au maire en disant « Ah, ce commerçant, il ne porte pas le masque ». Je trouve ça génial. Alors c'est pour ça que moi j'ai fait un masque sur lequel j'ai marqué mouton en dictature SS, surveillance sanitaire. Surveillance sanitaire, SS, d'accord. Évidemment, nous ne sommes pas là pour faire de la délation, non, etc. Pas de la délation, mais c'est très amusant de voir que les gens sont complètement stupides. Alors je voudrais quand même clarifier quelque chose. Si vous étiez un virus, imaginez que votre masque, les trous dans le masque pour pouvoir respirer sont la même importance qu'un tunnel de métro. C'est-à-dire qu'on peut mettre 5 personnes sur un quai, 5 personnes sur l'autre quai, et on peut mettre 2 rames de métro. Et donc voilà, vous êtes le virus et vous pouvez circuler librement dans le couloir du métro. Voilà à quoi sert un masque dans un virus. Et si vous voulez vous protéger, donc il vous faut un masque FFP3, c'est le plus performant. Il vous faut des lunettes étanches et il vous faut du coton dans les oreilles. Et surtout, il ne faut pas avoir de rides avec une toute petite plaie parce que ces petites plaies pourraient éventuellement être une porte d'entrée du virus qui se trouve dans l'air. J'ai vu un sondage récemment sur un site qui vend du zinc. Donc ce sont des gens qui en général se préoccupent de leur santé et sont attentifs au traitement. Donc le zinc est associé à l'azithromycine et au plaquenil. Mais ce qui est très intéressant, c'est que sur ce site-là, donc de gens avertis qui se soignent par eux-mêmes, ils n'ont plus la confiance envers leurs médecins, ce que je comprends tout à fait avec tous les scandales sur les médicaments et sur les prescriptions complètement foldingues des urgentistes, non, de SOS médecins qui prescrivaient du paracétamol en cas de fièvre, ce qui n'a jamais soigné personne. Hein. Ça a simplement masqué les effets de la fièvre, mais ça ne soigne pas, ça ne guérit pas. Donc la population est complètement compréhensive vis-à-vis que quelques-uns disent la vérité, comme le professeur Raoult, d'autres à Paris, mais la grande majorité des gens sont corrompus, achetés par les laboratoires pharmaceutiques. Et à ce sujet, au mois d'avril, j'ai lu un papier intéressant, comme quoi le laboratoire Jenner de l'université d'Oxford, en Grande-Bretagne, avait déjà produit 1 million de vaccins au mois d'avril. Ils ont produit 1 million de vaccins sans test. C'est un peu comme si vous fabriquiez une voiture en disant voilà, je vais en produire 1 million, puis après, oh ben tiens, je vais faire le crash test au cas où ça marcherait ou ça ne marcherait pas. C'est exactement pareil. Et là, ils se sont rendus compte que le laboratoire Jenner, qui avait demandé à une entreprise anglo-suédoise de fabriquer avec eux des vaccins, ils en ont produit des centaines de milliers, eh bien ce vaccin ne marche pas parce que quand ils l'ont testé sur le rhésus macaque, eh bien ça a rendu les macaques malades et donc ça ne les a pas protégés en rien. Un coup dans l'eau. Voilà, un coup dans l'eau. Mais
les vaccins sont des poisons organisés pour que Big Pharma puisse se faire plein d'argent. Et souvenez-vous que quand vous lisez une notice et que vous ne comprenez pas ce que ça veut dire, risque d'effet indésirable, choc anaphylactique, ça veut dire que vous pouvez crever. Alors donc, si pour éviter une maladie, vous pouvez crever en prenant le vaccin, je ne sais pas si vous allez comprendre que peut-être il vaut mieux pas avoir de vaccin du tout. Et si jamais il y a la maladie, de faire en sorte de ne pas tomber malade. C'est clair. Bah, c'est extraordinaire ce témoignage de ta part. Nous, en tant que journalistes indépendants, nous n'avons pas le droit de donner une opinion, nous ne sommes pas là pour ça. Nous sommes là uniquement pour de l'information. Chacun est libre de se faire sa propre opinion. Tout à fait. Voilà. On n'impose rien, on s'exprime avec liberté. C'est la liberté de penser qu'on nous a appris quand on était petit, d'accord? Et maintenant, c'est la liberté de penser qu'on nous envoie dans la gueule. D'un seul coup, la majorité est sexiste, raciste, homophobe, parce qu'on a la liberté de penser, on devient tout ça. Vous êtes sûr qu'ils protègent le bien public? Vous êtes sûr qu'ils sont bienveillants vers la population? Mais si vous en êtes sûr, continuez. Mais si vous avez le moindre doute, quand vous voyez que la justice, les gens qui profitent du bien public, ils vont presque pas en prison, ou très peu. Quand vous voyez que la Cour des comptes, d'un seul coup, elle dit il y a plein de malversations et que personne ne fait rien. Quand on voit que les lobbies, les réseaux, etc. ont plus d'influence que n'importe quel groupe de citoyens, d'accord? Donc et en plus sans contrôle, ils ne sont pas contrôlés. Il suffit d'aller voir tous les films historiques. Dans tous les films historiques, on voit la corruption des États, on voit la corruption des systèmes contre lesquels on s'est battu, contre lesquels même les journalistes à l'époque se battaient. Maintenant, les journalistes, ils font quoi? Ils relaient la bien-pensance. Maintenant, tous ceux qui parlent des films dans lesquels il y avait de la corruption, ce sont des quoi? Ce sont des complotistes, d'accord? Donc, on ne peut plus rien dire. C'est leur système. Ils l'ont dit, la guerre sociale, les classes sociales, la classe des riches a gagné. Ils ont gagné. Fin de partie. Et quand il y a une fin de partie, on en rejoue une nouvelle. Alors la fin de partie, ça va être le plateau qui saute. C'est obligatoire, ça ne peut pas faire autrement, d'accord? Ils voient que le plateau est en train de sauter. Donc pour l'instant, ils ont les cartes et qu'il va falloir refaire une partie. Et quand ce plateau va sauter, eh ben, la partie va repartir à zéro. Ça a toujours été comme ça. Alors dans notre monde, dans notre humanité, avec toutes les faiblesses que l'on a, avec tous les défauts, avec le manque peut-être de sagesse que nous avons, tout ça, ça passe toujours par une guerre ou par de la misère ou par des gens qui souffrent. Mais malheureusement, ils nous ont amenés là. Et ça va partir et ça va continuer comme ça. Et oui, il ne fait rien contre la corruption, contre les abus de biens sociaux. C'est pas vrai. Ils ont voté une loi en février 2017 qui s'appelle la loi de prescription des délits par ruse ou délits en col blanc. C'est-à-dire qu'avant, quand vous découvriez au bout du deuxième mandat de votre maire, qu'il avait fait des abus de biens sociaux, vous aviez le droit d'aller contre lui pendant 3 ans. Tandis que maintenant, avec cette loi des prescriptions des délits par ruse, du moment où le délit est commis, 12 ans après, vous ne pouvez plus rien faire. Donc 2 mandats, 6 ans, le nouveau maire arrive, découvre les détournements de fonds, on ne peut plus rien faire. Donc ils ont bien fait quelque chose contre la corruption, ils ont fait une loi pour se protéger. Dans le mauvais sens en fait. Dans le mauvais sens, évidemment, mais j'ai plaisanté. Dans le mauvais sens. Et j'invite tout le monde, vous tapez sur internet, prescription des délits par ruse, à partir du délit, le banquier, le maire, tous les gens qui ont commis des délits en col blanc, si ce délit n'est pas découvert pendant 12 ans, tranquille. Ils ont gagné. Mais ils ont gagné quoi? Ils ont gagné une bataille. Et comme on dit, comme ont toujours dit toutes les batailles qu'on a connues, Marignan et tout ce qui s'ensuit, gagner une bataille, ce n'est pas gagner la guerre. C'est une bataille. La guerre, elle est encore à gagner, n'est-ce pas? Alors tu le dis bien, je le dirai un petit peu différemment. Quand il y a une partie, elle est gagnée, elle est gagnée. Je salue les victorieux. Ils ont été dans la compétition, ils ont été plus forts, ils ont été plus intelligents, ils ont été plus machiavéliques. Je leur dis bravo. Mais où est-ce que nous amène cette victoire? Elle nous amène à de nouvelles difficultés. Les difficultés écologiques, les difficultés de misère, les difficultés de population qui croient en la démocratie, qui croient en l'égalité de chacun. Ça, ils sont en train de le détruire, d'accord? Donc fin de partie, on fait sauter le plateau. Le plateau est en train de sauter. C'est pas nous qui allons le faire sauter. Ils l'ont fait sauter eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas trouvé les bonnes solutions
pour qu'on vive tous heureux et en harmonie, d'accord? À part nous proposer une société de consommation de merde, hein, où d'un seul coup les gens ils passent leur vie à se dire je dois travailler pour payer un crédit, qu'il suffit qu'ils aient un divorce pour d'un seul coup tous s'écrouler, hein, pour payer une voiture, pour qu'elles veulent que leur voiture soit un peu plus belle que l'autre, hein, simplement pour faire le bouffon, alors que leur voiture leur sert pour aller travailler comme des esclaves, c'est tout ce à quoi ça leur sert, d'accord? C'est fin de partie. Vous avez gagné, d'accord? La Troïka européenne a gagné, le système financier a gagné, le capitalisme irrégulé, c'est-à-dire qui ne protège pas les biens publics, qui ne protège pas la démocratie, a gagné. Maintenant, ça va sauter, donc c'est pas difficile. Vous allez génocider tout le monde, ou alors ça va repartir à zéro. Point barre, il n'y a pas d'autre solution. La planète nous le dit, le système nous le dit, il n'y a pas d'autre solution. D'accord? Ce n'est pas une question de guerre ou de gagner ou de bataille, même pas. Je suis d'accord quand même avec l'idée. C'est une question de fin de partie. Quelqu'un qui a gagné une partie, il en assume les conséquences. Ils vont assumer les conséquences de leur victoire. D'accord? Ils sont obligés. Ils n'ont plus le choix. D'accord? Et c'est pourquoi Macron, il va jusqu'au bout. Macron, c'est rien. D'accord? C'est un guignol du système. Mais il est là, il est en place. Et il peut aller que jusqu'au bout, il ne peut plus s'arrêter, il est obligé de mettre des masques. Il est obligé de dire à ces gendarmes, hein, tous ces gendarmes qui sont d'accord avec la population, tous ces policiers qui sont d'accord avec la population, il est obligé de leur dire, écoutez, si vous tirez 2-3 coups de LBD, je vous paye plus cher, d'accord? Si vous les forcez à mettre des masques à ces gueux, je vous paye plus cher. Ils n'ont plus le choix, ils en sont là et il va aller jusqu'au bout, jusqu'au moment où ça explose, parce que la misère, quand quelqu'un est dos au mur, quand les gens, ils n'ont plus d'argent, quand les gens, pour aller travailler, ils n'ont plus de maison, d'accord? Quand les gens, pour passer un péage, ils payent 400 € par an, alors que là, il y a nos amis suisses, eux, ça leur coûte 30 € par an pour faire tous les autoroutes, alors qu'un Français, pour aller travailler, c'est 400 € par an à donner à ces magouilles d'autoroutes, où tous nos élus, hein, pour gagner de l'argent, on dit ouais, vous faites un petit arrêt, vous faites un petit rond-point. Comment ça se fait qu'à notre époque, avec notre technologie, il y a encore des péages? Alors, il faut arrêter en payant simplement le maintien des autoroutes, parce que les autoroutes, c'est nos grands-parents, c'est nos ancêtres qui les ont payés avec leurs taxes, avec leurs impôts, c'est nous. Et d'un seul coup, pour maintenir sous le prétexte, soutenu par nos élus, les élus qui sont censés nous protéger, soutenus par les élus disent oui, mais il faut quand même payer la maintenance des autoroutes. Mais alors comment ils font les Suisses avec 30 € par an, d'accord, pour tous les autoroutes suisses? Comment ils font? D'accord, pour les maintenir, parce que moi j'ai été en Suisse, d'accord, pour cacher mon argent, parce que vous savez, j'en ai des milliards, hein, c'est la seule manière que j'ai trouvé d'arriver à vivre décemment, d'accord. Comment ils font les Suisses pour avoir des autoroutes qui sont nickel, avec 30 € par an par Suisse, ou 30 ou 40 €, vérifiez. Informez-vous, je ne sais pas qui va voir ça, que ça soit des élus véreux, que ça soit des élus sincères, que ça soit la Troïka européenne, hein, ou que ce soit des monsieur tout le monde qui tous les jours se lèvent pour aller faire son travail en se disant je paye trop de taxes et c'est peut-être à cause des pauvres, à cause des gens au RSA, d'accord, ça aussi c'est une honte. Hein, quand on voit que nos élus, d'accord, ils font culpabiliser les gens qui sont au RSA, les gens qui se contentent du minimum. Mais quand quelqu'un se contente de minimum, on devrait lui dire bravo, c'est bien, etc. C'est pas à lui qu'on doit dire tous les problèmes du monde sont à cause des gens qui sont au RSA. Ils n'ont aucun pouvoir, ces gens-là. Ces gens-là ne pensent qu'à une chose, c'est à être heureux, élever leurs enfants et faire la fête. D'accord? Ce sont des hobbits du Seigneur des Anneaux, ce sont des bisounours. D'accord? Alors donc vous allez me dire que vous, votre vie, c'est de la merde à cause des bisounours? Hein, ça, je parle à tous ceux qui se disent toujours « ouais, il y a les feignants, ceux qui foutent rien ». Je parle aussi à tous ceux qui disent « c'est la faute des étrangers, de tout ça ». C'est pas de leur faute à eux, d'accord? Eux, les RSistes, les étrangers, ils sont exploités, ils sont utilisés par le système pour nous diviser, pour nous faire culpabiliser. Je vous le dis, je le dis à tous. Nous, la majorité, nous sommes tous racistes, sexistes, xénophobes. C'est comme ça qu'ils nous appellent, c'est comme ça qu'ils nous nomment. Et la majorité, pour eux, elle a tort. Hein, et ils vous le disent tous, vous les entendez. Ah oui, il faut protéger les minorités, c'est les minorités qui ont raison. C'est ça une démocratie? Vous pensez que c'est ça une démocratie? Non, une démocratie, tout le monde a le droit de discuter. Les minorités doivent être protégées. D'accord? Les minorités, on doit en parler, on doit en discuter entre nous, mais on ne doit pas s'ostraciser les uns les autres. Voilà. Je suis désolé, je m'excuse déjà auprès de tous ceux que je peux choquer. Je parle pas des gens qui sont des élus ou des gens qui sont puissants. Ceux-là, s'ils veulent venir discuter avec moi, c'est avec plaisir. Mais ils discuteront toujours avec moi, avec une caméra à côté de moi, et avec un gilet jaune, avec un citoyen, avec des hommes libres autour de moi, pour filmer tout ce qui se passe. Maintenant, je m'excuse auprès de tous ceux
qui vivent dans leur maison, qui ont leur petite piscine ou qui veulent leur piscine, qui aiment leur voiture, qui aiment leurs enfants. Leur canapé. Qui aiment leur canapé, mais c'est bien d'aimer son canapé, on n'est pas obligé de faire de la politique. Moi, la politique, pendant des années, ça m'a fait chier, d'accord. Quand je dis ça, quand on m'en parlait, j'en parlais comme quelqu'un qui avait d'autres choses à penser. J'avais mon boulot, j'avais mon job, j'avais ma famille. Donc, je ne veux pas vous avez... Mais tout cela, si jamais j'ai dit quoi que ce soit qui choque, j'en suis désolé et même je m'en excuse, d'accord? Vous pouvez venir me voir, je m'excuserai devant vous, devant vos enfants et devant vos femmes. Il va falloir faire sauter le plateau. Évidemment, c'est une image, faire sauter le plateau. J'ai pas dit que je fallait le faire sauter, j'ai dit le plateau va sauter. Ou faire sauter, ou moi, je fais rien sauter, je fais rien sauter. Qu'est-ce que vous voulez? Ça m'intéresse même pas. Ceux que le plateau intéresse, ils sont là-haut, d'accord? Et eux, ils ont joué sur le plateau. Nous, le plateau, il ne nous intéresse pas. Nous, on voit que le plateau va sauter. Mais c'est justement là où je veux en venir pour pas jouer sur les mots. Parce qu'il y en a beaucoup qui s'amusent à ça, et pour pas que tu deviennes un ennemi public numéro 1, bien préciser que faire sauter le plateau, que le plateau va sauter, évidemment c'est une image. En aucun cas on va utiliser des artifices ou quoi que ce soit qui va amener à ça, c'est une image évidemment. Le faire sauter par des actions comme aujourd'hui, où on dit la vérité, des actions comme on fait sur les ronds-points, montrer qu'on est là, montrer que la démocratie existe. Et il porte le plateau sur le dos. Et quand le peuple il se lève, le plateau il tombe. Et puis voilà, ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure, le plateau il tombe, il chamboule tout le jeu, puis il n'y a plus qu'à recommencer. C'est pacifique de se redresser, hein. Il suffit juste de lever la tête, d'en être fier, bomber un peu le torse, et puis voilà, le plateau est par terre, on recommence. J'ai le plaquenil, le fameux plaquenil. Tu peux le montrer. L'azithromycine, j'ai pas mis lunettes. Ouais, tu peux le montrer à la caméra. Donc voilà. Hein, donc tout le monde le voit. C'est pas une chimère, ça existe, hein? Non, ça existe, mais je suis contente de l'avoir parce que pour moi c'est vraiment le Graal. Et je voulais juste dire que le docteur Raoul, c'est vrai qu'il a un fichu caractère, c'est vrai qu'il a du répondant, mais c'est un homme qui est sincère. Il a du répondant parce qu'en fait il se défend, et il a raison de se défendre, parce que s'il ne se défendait pas, eh ben, on n'y croirait pas. Il se défend depuis des mois devant les caméras, devant des bourdins, Et franchement, pour moi, il a toujours été gagnant sur toutes ses interviews. J'ai confiance en lui parce qu'il est honnête et qu'il n'a jamais dévié de ce qu'il a dit par rapport à tous les médecins sur les plateaux qui vont dans le sens du vent. Donc Raoul, franchement, merci d'exister. C'est un grand monsieur. Un très grand monsieur. Qui a prouvé déjà par le passé, qui a un CV impressionnant. Donc je ne comprends même pas qu'on puisse parler contre ce C'est clair. Voilà. Cathy, je voudrais que tu te rapproches du micro. Parce que j'ai passé quelques jours avec toi. Je vais rebondir sur ce que disait notre ami Macri. Et je voudrais que tu le redises, ce que tu m'as dit il y a quelques jours, quand tu parlais du professeur Raoult. Et tu as raison d'être ici, dans ce coin-là, une prophétie que tu nous as dite à nous l'équipe Agora TV. Il y a 20 ans de ça, oui, je vois ce que tu veux dire. Il y a 20 ans de ça, moi je consulte des fois des gens un peu différents de ce qui est la norme, de ce qui est la bien-pensance. Donc cette dame était clairvoyante. Et elle vient du Québec. Et on lui a dit pourquoi tu enseignes au Québec, pourquoi tu enseignes en France et particulièrement dans le sud, puisqu'elle enseignait en Belgique, en Alsace, puis elle est venue plus que dans le sud. Elle a dit parce que le nouveau monde prendra naissance, le monde se réveillera dans le sud de la France. Et elle m'a dit un homme se lèvera contre tout ça. Et ça fait 20 ans qu'on l'attendait. J'ai cherché parmi les gilets jaunes, j'ai regardé Rick Stratos, tout le monde, Alain. Il n'y avait personne qui avait l'envergure. Et tout d'un coup, j'ai eu un coup de fil. Cathy, c'est quelqu'un qui avait eu la même prophétie que moi. Cathy, il s'est réveillé, il s'est levé, il est à Marseille, il est debout. C'est Raoul. Merci, c'est une prophétie que je tenais depuis 20 ans. Et ça fait 20 ans que j'attendais l'homme qui se lèverait contre tout ça. Et il faut qu'il soit comme il est. Il faut qu'il soit teigneux ou mal peigné ou ce qu'ils disent. C'est des mots que j'emploie, mais c'est pas du tout ça. Moi, Raoul, c'est bénédiction sur lui et protection sur lui. Qu'il lui arrive rien, c'est celui qu'on attendait depuis 20 ans. Et c'est le début du nouveau monde. Il a soulevé le coin de la toile et ça se recollera plus jamais pareil. Je lui dois la santé de ma fille. J'ai mes 2 filles qui sont soignantes et il y en a une qui travaille sur l'hôpital européen de Marseille qui a attrapé le Covid. Elle est allée se faire tester à l'Institut d'infectiologie. Elle a été soignée par l'équipe du docteur Raoul avec le plaquenil et l'azithromycine. Et 15 jours après, elle était guérie. Bravo! C'est quand même incroyable, hein. C'est quand même incroyable. Eric, le prix. Alors là, j'ai l'azithromycine qui coûte la modique somme
de 499, non, je rigole. Et la Plaquenil, 200 mg, qui coûte la somme modique de, non pas 499 francs, mais je cherche le prix. Vas-y, je te demande de m'aider. Moins cher que le Redemsivir. À 7,20 €. Donc franchement, À la caméra, hein, 7,20 €. 7,20 € à la caméra, je montre aussi là, ici. Voilà. Et ce sont des prix qui sont pratiqués en Suisse. Donc en France, c'est encore moins cher. Ah, peut-être, je sais pas. Pour m'exprimer sur le professeur Raoul, moi j'aurais juste à dire que c'est apparemment depuis quelques mois, hein, depuis l'apparition de cette Covid, pour moi c'est un des seuls à avoir fait son métier. C'est-à-dire, pour moi c'est pas un être humain supérieur, c'est pas un... mais il a fait son job et pour moi, ce que je peux en observer aujourd'hui, apparemment il l'a bien fait parce que ses chiffres sont éloquents. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le professeur Raoul, c'est un homme qui fait son travail. Son travail. Je rebondis sur ce que tu dis, oui, ce que tu dis, le professeur Raoul qui fait son travail, qui le dit haut et fort. Son métier est de sauver des vies. Et il n'accepte personne qui puisse le contredire là-dessus. C'est ça qui est malheureux, c'est qu'on est obligé de se justifier. Il fait son travail et il est obligé de se justifier, de faire son travail. Et c'est de là qu'on peut vraiment lui rendre hommage. Un hommage. C'est parce qu'on contredit sa parole, alors que lui, il a la science, hein, puisque c'est notre éminence en France, hein, qui est reconnue professeur éminent, internationalement. Et des pantins, parce que les journalistes que j'ai pu voir à la télé le critiquer, c'est des gens qui n'ont pas la science et qui se permettent de le critiquer. Donc je le redis, c'est un homme qui fait son métier, et malheureusement, il a dû sortir du bois, aller auprès des médias pour expliquer qu'il faisait son métier. C'est malheureux, c'est la France d'aujourd'hui. Il faut rappeler aussi que le professeur Raoul, pendant qu'il est en interview à droite et à gauche devant les télévisions à se justifier, il ne fait pas son métier. C'est ça le problème. Tu veux rajouter quelque chose? Oui, moi je peux dire que ce que j'admire dans le professeur Raoult, c'est qu'ils n'ont jamais réussi ni à le corrompre, ni à lui faire peur. Il reste droit dans ses bottes et pourtant je suis sûre qu'ils ont dû essayer, promotion, argent, et ils ont dû essayer les menaces. Et c'est extraordinaire de savoir qu'il existe en France un homme que l'on ne peut pas corrompre. Et qui est connu mondialement. Mondialement, c'est pas local, c'est connu mondialement. C'est extraordinaire, quoi. Hein, la prophétie. Bon, il vaudrait mieux qu'il Cathy, qui veut en rajouter un mot? Mais je voulais rajouter qu'on parle du professeur Raoul que j'admire, qui est admirable, qui est aux premières loges. Il ne faut pas oublier le professeur Péronne, oui, évidemment. Et le professeur Toussaint qui l'a rejoint, et Luc Montagnier aussi, qui a dit que le Covid avait été créé et qu'on a vilipendé. C'est honteux de faire ça, que des Pékins qui ne connaissent rien à rien traitent ces gens-là de séniles et de complotistes et tout. C'est très honteux ce qui se passe en France, vraiment très honteux. Et il y a surtout un journaliste que je voudrais nommer qui m'a fait vomir. Mais vomir, il s'appelle, je crois, Bourdin, un nom comme ça. Mais vraiment une horreur. Le professeur Raoul parle avec son cœur et lui, il essaye de tourner les trucs. Là, on peut vraiment dire qu'on a affaire à des merdias. Et ce merdia-là, il s'appelle BFMVC. C'est un papier qui demande, en fait, si j'ai un problème, de me faire soigner avec le traitement du docteur Raoul. D'accord, je vais le lire. Voilà. Laissez passer pour la vie. Tiens-le comme ça, on va le lire, je vais le lire. Alors... Laissez passer pour la vie, première volonté à conserver sur soi. Si je suis détectée positive au Covid-19 et que je me retrouve à l'hôpital, je veux guérir toute seule avec le traitement du professeur Raoult. Et que l'on me fasse, comme dans le service IHU Méditerranée, un électrocardiogramme J0 et J2, un scanner des poumons et que l'on me donne sous contrôle médical, dès le test positif, le traitement qui ne sert à rien puisque je vais guérir ou mourir tout seul. Soit 200 mg d'hydrochloroquine ou par 3 fois par jour pour 10 jours ou accompagné de l'azithromycine 500 mg le premier jour puis 250 mg par jour les 5 jours suivants. Sous réserve de recherche actuelle, le traitement, celui pratiqué à l'IHU Méditerranée Infection dirigé par le professeur Raoult, a enregistré un décès pour 503 patients, soit moins de 0,5% contre environ 1,3% ailleurs. Voilà, que c'est dit et entendu. Moi j'ai envie de dire une chose, on entend souvent des politiques dire à ceux qui veulent écouter, n'écoutez pas ceux qui vous disent que l'on est en insécurité, car ceux qui vous disent cela, c'est pour vous faire peur. Buzyn qui a considéré ce produit qui a
70 ans d'existence qui a été donné, prescrit, même donné comme ça à tout venant, considéré comme un poison, enregistré comme poison. Tu veux dire quelque chose? Si c'est juste pour ça, moi j'ai été militaire 15 ans, j'en ai mangé tous les jours pendant 15 ans. En Afrique, c'était tous les matins, il fallait en prendre. Hein. Et puis je suis pas mort, hein. Je suis pas mort. Et à ma connaissance, mes copains non plus. On est en bonne santé. Je crois que ça coûte 2,50 € une boîte. Parce que là, moi j'ai pas peur du Covid, hein. J'ai pas peur de la maladie. Tant mieux si je chope une forme grave, je serais content qu'il y ait un monsieur Raoul qui s'occupe de moi. Mais franchement, je n'ai pas peur du Covid. Hein. Pour moi, le Covid, il n'est pas si dangereux que ça. Il a tué, c'est sûr. Ceux qui n'ont pas été soignés. Il a tué ceux qui ont été mal soignés ou ceux qui étaient déjà en difficulté, qui étaient fragiles, comme la grippe. Hein. Et d'ailleurs, cette année, il n'y a pas eu de mort de la grippe. Exactement, je rebondis sur ça, justement, la censure, comme disait notre ami, la grippe. On parle du Covid-19 comme étant meurtrier, mais on oublie que la grippe, elle fait bien plus de morts. On oublie... Plus, je ne sais pas, mais en tout cas en 2017, oui. Moi j'ai vu des chiffres hier, en 2017, il y a eu près de 20 000 morts cause à la grippe en 10 semaines. En 10 semaines. Donc c'est le double des morts en proportion, hein, au niveau timing, c'est le double des morts du Covid de cette année. Le futur vaccin ou le vaccin présent, est-ce qu'il y en a qui veulent en parler? Il y a une excellente vidéo, il faut la relayer, parce qu'on n'est pas compétent pour parler de ça. Ouais, Eric? Non, moi j'ai rien à dire sur le vaccin, je ne vais pas me faire vacciner personnellement, je ne vais pas me faire vacciner, si je peux, hein, à part s'ils nous mettent en ligne de tir, des menottes dans le dos, et puis une seringue auto-injectante dans la nuque, mais sinon je ne vais pas me faire injecter. Mais c'est une opinion personnelle, je ne veux absolument pas communiquer là-dessus et influencer qui que ce soit sur ce choix, c'est un choix personnel. C'est le professeur, comment il s'appelle, Jean-Bernard Fourtillan, je crois, avec Tal Chaleur et un autre médecin. Et ils expliquent ce qu'il y aurait, sous toute réserve, mais ils disent qu'il y a toutes les preuves en dessous, je n'ai pas été chercher, mais et ils disent que vraiment il y aurait des nanoparticules avec le téléphone portable, avec la 5G, un truc, c'est un enfer quoi, il n'y a plus qu'à les jeter au fond de la mer. Voilà. Non mais surtout, moi ce que j'ai entendu c'est les nanoparticules. Oui. Les nanoparticules qui te font reconnaître de partout, plus un peu de malaria, un peu d'HIV, et donc on ne mourrait pas de chute, mais par la chute on serait immunodéprimés. Du génome humain. Voilà, donc c'est niette. Sur ce sujet-là, moi je suis totalement incompétent, donc maintenant comme tout citoyen, comme toute personne qui regarde la télévision ou qui s'informe, que ce soit par la télé ou par internet, je suis cette affaire-là puisque je dois porter un masque, je ne dois pas le porter, il y a du confinement, donc ça agit sur ma vie de tous les jours. Il y a deux grands points qui m'ont interpellé. Le premier, c'est et c'est un peu par l'intermédiaire des différents professeurs qui en ont parlé à la télévision, hein, dont entre autres le professeur Raoult, le professeur Ténier. Donc c'est comment ça se fait qu'un médicament qui existe depuis 20 ans est déclaré comme poison fin janvier en France. Ça, j'ai toujours pas la réponse, en tout cas, je ne comprends pas. Et le deuxième point, c'est comment ça se fait que de partout, et ça a l'air d'être validé, des journaux comme le Lancet ou comme d'autres journaux que je ne connaissais pas avant, hein, donc c'est vraiment chacun doit étudier la question, doit s'informer s'il le veut, mais ces journaux, des journaux spécialistes, ont laissé passer des dossiers qui étaient complètement qui étaient faux, qui étaient pour des intérêts pharmaceutiques, pour des intérêts financiers, puisqu'il paraît que la bourse bougeait, moi je sais, tout ça, ça m'échappe, mais il paraît que la bourse changeait, évoluait en fonction des déclarations de ces journaux-là, et ces journaux faisaient des déclarations totalement fausses, venant de gens qui étaient même non spécialistes. Ils appelaient ça des charlatans, des Pinocchio, Voilà, moi c'est ce qui me surprend, donc ça me pose encore la question en tant que citoyen, en qui puis-je avoir confiance? Est-ce que je dois avoir confiance dans ceux qui nous gouvernent? Est-ce que je peux avoir confiance dans la presse? Est-ce que je peux avoir confiance sur ce qui se dit sur Internet? D'accord?
Bon, bah, quand j'écoute mes amis de tous les jours, mon voisin, il y a celui qui me dit oui, mais ils le disent à la télé. Il y a celui qui me dit oui, mais t'as pas vu ce que dit le professeur. Il y a l'autre qui me dit oui, mais c'est un grand complot. Bon, il y a de tout. Mais ces deux questions-là, c'est-à-dire l'interdiction d'un médicament qui existe depuis 50 ans et un journal et que tout le monde prend, que l'armée prend et d'ailleurs à ce sujet-là, Eric a parlé tout à l'heure, je rappellerai le mouvement citoyen et gilets jaunes qui existait au Luc, au Canet des Morts, où il a participé à la fabrication d'une tour Eiffel, d'un arc de triomphe, d'une pyramide avec des symboles qui étaient des symboles d'humanistes. Et quand on voit ce que l'équipe gouvernante de Macron, aux ordres d'on ne sait pas qui, ils ont fait, on dirait un théâtre lunaire. On dirait qu'ils ont écrasé toute velléité d'expression. Les gens qui voulaient s'exprimer pacifiquement par de la construction, eh ben, ils ont tout détruit. Mais je ne comprends plus dans le monde dans lequel j'étais. Quand j'avais 10, 12, 13 ans, on me disait voilà, ceux qui sont au-dessus, ils sont bienveillants. Ceux qui sont au-dessus, ils écoutent la population. Ceux qui sont au-dessus, ils sont élus démocratiquement. Moi, je croyais dans tout ça. Mais quand je vois le résultat... Ben, en ce moment, j'arrive plus à y croire et je demande à mes voisins, je demande à ceux qui sont autour de moi de me convaincre d'y croire encore ou de m'aider à m'expliquer ou comme moi à trouver des solutions face à ce mensonge. Donc voilà, on va donc repartir chez nous avec des images et des souvenirs, avec des gens extraordinaires, avec Eric du Canet des Morts. Moi je reste ici. Toi tu restes ici. Mais je vous souhaite un bon retour quand même. Je te remercie énormément, tu es notre digne représentant. Bah oui, avec plaisir. Je représente tous mes amis et c'est avec grand plaisir. Quand on a vu les magnifiques images de What a Beautiful World à l'époque, qui ont rendu un hommage vraiment très très beau au camp du Canet des Morts, j'ai eu l'idée avec un ami qui travaille dans cette partie-là de créer le camp de façon virtuelle en 3D, de façon à ce qu'on puisse proposer à quiconque gratuitement de se promener dans le camp, de voir de quoi il était fait. Et ce projet, j'espère qu'il va aboutir bientôt. On est en train de travailler dessus. C'est un gros travail, mais on est habitué, on est courageux, on est travailleur. Et donc, il me tarde qu'une chose, c'est de pouvoir mettre ce travail à disposition de qui voudra. Remercier Macric, oui. Oui, oui, j'espère qu'on va surtout avoir beaucoup de monde qui vont venir nous rejoindre à partir de septembre. On compte vraiment sur vous, on lâche rien. Voilà. On sera là. On sera là pour les accueillir. Voilà, le 12 septembre, je rappelle que le 12 septembre, c'est un appel national à sortir dans les rues, à reprendre les ronds-points, à montrer qu'on est déterminé, pacifiquement. Pacifiquement. Voilà, mais il faut du nombre parce que malheureusement, il n'y a que cette caractéristique-là qui parle. Donc plus on sera nombreux et plus on aura des chances d'être entendus. Ce qui n'est toujours pas le cas aujourd'hui. Ce n'est toujours pas le cas, ni entendu ni écouté. Exactement. Ce sont deux choses différentes, être entendu et écouté. Ah bah oui, c'est deux nuances importantes. Donc je vais réitérer à nouveau, Cathy est là. Je voulais la remercier au nom de toute l'équipe d'Agora TV. Cathy et ton mari Stratos et ton chien Hermès qui est par là. Voilà, vous nous avez fait un accueil depuis dimanche dernier. Vous avez... Hermès, viens là. Hermès est là, voilà. Mon ami Hermès. Qui est un chien extraordinaire aussi, le Pato. À Genève. Donc voilà, je voulais remercier ces personnes qui sont des gens extraordinaires avec le cœur sur la main. Merci à vous d'être venus de la Suisse, merci donc d'être venus et merci de tout ce que vous avez fait auparavant. Toi qui as fait David avec tous ces drones, avec tous ces reportages et tout, et toi qui as initié la marche entre la France et Genève l'année dernière. Le 31 août, on y était par une chaleur torride, il y avait de l'eau, il y avait tout. 7 km. On n'en a pas parlé en France, bien entendu, ce qui est beau. J'en ai eu quelques échos, mais je ne vais pas oublier quand même de citer Gérard et Chloé qui m'ont beaucoup aidé aussi à organiser ça. Merci à tous ceux qui œuvrent pour la liberté, l'égalité et la fraternité. Et la fraternité. Parce que ça n'existe plus en France. Non, c'est une chimère. En France, c'est dictature, corruption. Répression. Et répression. Merci Eric, oui tout à fait. Voilà, donc les gilets jaunes haut les cœurs et puis je ne vous dis pas reprenez le combat parce que vous ne l'avez jamais arrêté, je le sais comme moi.
Voilà, on n'a jamais arrêté, juste qu'on était un peu confinés, voilà. Et comme Mais dirait... avec Raoul, on a pris une couche de plus. Et comme dirait une autre organisation, que je tairai le nom, on compte sur vous. Et surtout, pacifique. On est là, mais regarde mon gilet. Pacifique, mais Déterminé. on lâchera rien. 2019, on a espéré pouvoir y arriver, mais on est tous coincés avec l'article 68. Malheureusement, nous avons espéré parvenir à la destitution, vu tous les manquements à ses devoirs qu'a effectué notre président. Pas notre président. Le président est élu pas par la majorité. Oui, enfin, le président de la République Celui qui française, s'arroge le nous titre allons de dire. président de la République de la Voilà. France. Je ne le reconnais pas comme tel. Et en épluchant la Constitution, nous avons pu malheureusement constater que tout était bloqué en ce qui concernait les articles 68 et 67 qui ne permettent pas d'aboutir à une procédure durant son mandat. Ça ne permet pas d'aboutir parce qu'on est lâché par nos représentants. Absolument. Si on était dans une vraie démocratie avec des représentants représentatifs, ces articles seraient suffisants. Sauf que ce n'est pas le cas. Nos représentants ne nous représentent pas. Macron démission, Macron démission, Macron démission. Merci Hermès. On est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. 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 Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là.